Être que spéculation pour le moment. Cependant, de nombreux témoins du délit, ainsi que le confirme notre enquête préliminaire, ont clairement identifié un individu sur les lieux. Ce qui me conduit ce matin à lancer un mandat d'arrêt. Buenos días, les amigos. Nous avons déjà parlé de la totalité de la formidable trilogie du talentueux Sam Raimi. Eh ben, nous allons continuer notre cycle Spider-Man en parlant du plus horrible, du plus horripilant et désagréable film que la franchise Spider-Man nous a proposé. Je parle bien sûr de The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man, un film de Mark Webb sorti en 2011 avec Andrew Garfield, Emma Stone et beaucoup d'autres acteurs dont je ne dirai pas les noms car leur carrière a suffisamment été entachée par ce film. Bon, alors je vais mettre les points sur les i. Oui, je suis fan de la trilogie de Sam Raimi, n'empêche que je peux apprécier une autre adaptation de Spider-Man, du moment que celle-ci est faite avec un minimum d'effort. Voilà pourquoi c'est en toute objectivité que je dis que ce film est mauvais. Alors je sais que nombreux pensent que ce film surpasse à lui seul toute la trilogie de Sam Raimi et qu'il est également plus fidèle aux comics. Mais vous avez tort, parce qu'il n'en est rien. Que ce soit d'un point de vue fidélité aux comics ou d'un point de vue cinématographique, ce film est mauvais. Et avant de vous expliquer pourquoi ce film est mauvais, je pense qu'il est intéressant de revenir sur les conditions dans lesquelles The Amazing Spider-Man a été créé. L'épisode 3 de Sam Raimi avait été l'épisode le plus rentable de la franchise, mais aura connu des critiques mitigées auprès des fans, faute à des éléments imposés par la prod. Ce qui n'empêche pas cette même prod de mettre sur les rails un Spider-Man 4. Surtout qu'à cette époque, les films de super-héros sont à leur top. Après le succès de The Dark Knight et Marvel qui lançait son univers étendu avec Iron Man. Donc, pourquoi ne pas continuer la saga qui rapportait autant d'argent à Sony? Ainsi, un épisode 4 fut mis en chantier, et s'annonçait plutôt pas mal. Le retour à des méchants plus classiques comme le Vautour, qui en plus devait être joué par John Malkovich, l'introduction de nouveaux personnages comme Black Cat. Bref, Sam Raimi semblait vouloir revenir à ce qui a fait le succès de ses premiers Spider-Man. Seulement la production, Sony quoi, qui trouvait que le Vautour était un méchant trop classique, demanda à Raimi d'introduire en plus le personnage de Carnage. Déjà, Sam Raimi n'aime pas Venom. Vous pensez vraiment qu'il allait aimer Carnage? Donc après plusieurs divergences artistiques, Sam Raimi claqua la porte, emportant avec lui les acteurs principaux. De ce fait, Spider-Man 4 fut tout simplement annulé, ce qui laissa Sony dans une belle merde, car de l'autre côté, la naissance de Marvel Studios et de leur univers étendu fait qu'ils étaient bien décidés à récupérer les droits de leur personnage le plus emblématique. Donc Sony n'avait plus le choix de trouver vite fait une solution avant de perdre la poule aux œufs d'or. C'est donc sur ces intentions purement commerciales que fut lancé le projet de The Amazing Spider-Man, reboot de la franchise seulement 5 ans après. Encore moins si on compte la production de Spider-Man 4 tué dans l'œuf. Et dans la foulée, ils ont engagé Mark Webb, un réalisateur n'ayant comme aucune expérience dans les blockbusters, et j'ajouterai très peu d'expérience dans le cinéma en général. À son actif qu'un seul film, la comédie romantique 500 jours ensemble, ce qui lui vaudra quand même une petite renommée. En gros, nous avons là le parfait Yes Man qui pourra se plier aux exigences du studio et satisfaire le fanboy moyen qui trouvait le Spider-Man de Sam Raimi trop nul parce qu'il fait pas assez de blagues. Et dont lui-même ne sait pas ce qu'il fout dans cette galère. Et ça je ne l'invente pas, c'est Mark Webb qui l'a dit lui-même. Car disons-le franchement, s'il y a bien une différence entre Mark Webb et Sam Raimi, c'est d'abord que Raimi était un réalisateur d'expérience et de talent, et en plus,
un véritable fan du comics, avec une véritable vision. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sam Raimi, on ne peut pas dire qu'il n'était pas investi dans son film, contrairement à Marc Webb, qui en a visiblement rien à foutre du comics et se contente de remplir le cahier des charges et le fanservice imposé par la prod. Le pire dans tout ça, c'est que ça a marché. La plupart des fanboys ont vraiment adoré ce film et n'hésitent pas à clamer haut et fort qu'il est ô combien supérieur aux 3 films de Sam Raimi réunis. Eh ben, c'est ce que nous allons voir. En abordant immédiatement le premier point de cette critique, la réalisation. Déjà, le premier truc que remarque, c'est que effectivement le film possède une ambiance assez dark. Il faut bien comprendre que le film est sorti quelque temps après le succès de The Dark Knight de Nolan. Ce qui fait que tous les fanboys de la planète ne juraient plus que par les films de super-héros sombres en apparence. Et j'ai bien dit en apparence, parce que ce côté dark, sombre, réaliste, machin, ne transparaît pas vraiment avec le ton du film qui enchaîne les pires clichés qui coulolent, des pires teen movies façon Twilight. Je sais, Spider-Man est un super-héros adolescent, mais c'est pas une raison pour que le film ressemble à une version dark de High School Musical. Même d'un point de vue divertissement, le film est drôlement ramasse. Marc Webb n'arrive tout simplement pas à mettre du Amazing dans son Amazing Spider-Man. Vous pouvez oublier les scènes de voltige impressionnantes de Sam Raimi. Dites bonjour au Spider-Man en mode marathon qui passe plus de temps à courir que se balancer de toile en toile. Et ce ne sont pas les courtes scènes d'action qui pourront hausser le niveau. Marc Webb préférant montrer Spider-Man et le lézard en train de se rouler par terre, sans être capable de se donner le moindre coup de poing. Et ne me parlez pas de la scène du lycée. Ce n'est pas une baston, c'est une course-poursuite. La seule originalité de Marc Webb, ce sont ses vues à la première personne, qui rend directement hommage au Spider-Man des années 70. Et je dois reconnaître que c'est plutôt bien retranscrit, car tout comme le Spider-Man des années 70, c'est complètement aléatoire dans le film et ça plombe complètement le rythme. Tu vois Rémi, ça sert à rien d'être original. Fais dans le banal, fais du Nolan, fais du Zack Snyder. Les gens maintenant ils veulent voir des trucs qu'ils ont déjà vus 1000 fois. Bon après le film dans sa construction n'est pas différent du Spider-Man de Sam Raimi. C'est une origin story qui suit le schéma habituel des origin story. Mais la question c'est comment est racontée cette origin story? On pourrait croire qu'une origin story qui suit souvent le même format est facile à raconter. Mais en réalité, ça peut être très casse-gueule. Il faut présenter le héros, expliquer ses motivations, justifier le pourquoi il porte des collants pour sauver le monde, et le tout en étant suffisamment cohérent et crédible selon les règles de cet univers, bien sûr. Ici, visiblement, ils n'en ont rien à foutre, car là, nous avons un film rempli d'incohérences et de facilités scénaristiques honteuses. Bon, ça c'est pour vous donner une idée. Mais pour vous en parler plus en détail, nous allons tout de suite passer vers la partie de la critique qui me tient le plus à cœur. Je parle bien sûr de la fidélité aux comics. Et Amazing Spider-Man est un film qui ne respecte pas du tout le comics. Alors là, je t'arrête tout de suite. Les Amazing Spider-Man sont bien plus proches des comics originaux que les 3 films pourris de Sam Raimi. Mais plus proches en quoi? Bon, déjà, le film commence avec quelque chose qui s'avère être une grosse erreur. C'est d'avoir mis les parents de Peter au centre de l'origin story. Alors qu'en réalité, les parents de Peter n'ont jamais eu une importance capitale dans le comics. Pour preuve, leurs origines sont interchangeables, passant de ancien agent du Shield à scientifique, parfois même d'histoires un peu plus dérangeantes. Bon, vous me direz justement, comme ils sont plus modelables que Oncle Ben et Tante May, on peut en faire ce qu'on veut, comme en l'occurrence dire qu'ils sont reliés au pouvoir de Spider-Man. Mais il s'agit là d'une fausse bonne idée. Déjà, car on savait depuis le début qu'on n'allait pas tout savoir sur le sujet, qu'il s'agissait là d'une intrigue fil rouge qui allait s'étendre sur plusieurs films. Mais en plus, du coup,
l'histoire de Oncle Ben s'en retrouve affreusement réduite. Et puis après, vous me direz, il est normal qu'une fiction privilégie la mort des parents biologiques. Seulement non, car justement, toutes les autres fictions font comme ça. Et toute l'originalité dans la relation qu'entretient Peter avec son oncle Ben et sa tante May, c'est qu'il les considère vraiment comme ses parents. Sam Raimi l'avait parfaitement utilisé, avec Peter qui cherchait d'abord une figure paternelle chez Norman Osborn pour s'apercevoir que cette figure paternelle, il l'avait toujours eue et c'était son oncle Ben. La mort d'oncle Ben est l'événement le plus important dans la vie de Peter Parker. C'est à partir de là qu'il devient vraiment Spider-Man. Ici c'est toujours le cas, mais ça n'a plus la même importance, car il passe plus de temps à enquêter sur la mort de ses parents biologiques. Et quand au final la mort d'un autre personnage vient prendre encore plus de place, oncle Ben n'est plus qu'un personnage de fonction, qui sera d'ailleurs complètement oublié dans le deuxième film. Le pire, c'est qu'ils ont communiqué à foison sur les parents de Spider-Man, comme si c'était un truc exceptionnel alors qu'on n'en a rien à foutre. Bon, ça peut être sympa de voir les parents de Peter Parker, je veux bien. Mais de là à en faire un argument de vente et baser toute sa communication là-dessus. Autre truc sur lequel le film se vautre lamentablement, c'est sur l'origine et la découverte des pouvoirs et également la façon dont il s'en sert et ce qu'il fait avec. Donc Peter Parker continue à enquêter sur le terrible complot qui entoure ses géniteurs, et son enquête le mène jusqu'au laboratoire d'Oscorp, qui possède les laboratoires secrets les moins bien gardés de la planète. La suite est classique, il se fait piquer par une araignée radioactive, et tout ça se passe bien jusqu'à ce qu'il tombe dans les vapes dans le métro. Ok, pourquoi pas. Et dans ce même métro provoque coups et blessures, dégradation de biens publics et atteinte à la pudeur. C'est la pire façon d'introduire des super pouvoirs dans un film. Chez Sam Raimi, la transformation représentait quelque chose de douloureux, quelque chose qui modifiait totalement son métabolisme. Ici, c'est juste une sieste dans le métro et il reprend les gags de super-héros movie. Un reboot officiel de Spider-Man qui reprend les gags d'un film qui était une parodie de Spider-Man. Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre. Et donc, avant que la señoritas qui a des AP appelle les flics, notre jeune ami court très vite jusqu'à chez lui, après avoir vu son dealer. Au vu de l'attitude que prend Andrew Garfield dans cette scène. Vous vous souvenez comment Sam Raimi utilisait la métaphore du super-héros pour parler de la puberté, du passage de l'adolescence à l'âge adulte? Eh ben, Mark Webb, lui, il nous représente ça plutôt comme un crack addict en manque. Un peu comme si la drogue était normale pour les jeunes d'aujourd'hui. Surtout qu'il fait vraiment ça sur le ton de l'humour. Vous savez, le moment où un super-héros découvre ses super-pouvoirs, c'est un grand moment. Bien sûr, on peut y mettre un peu d'humour, mais pas tout réduire à une vieille blague de merde, comme le fait Mark Webb. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce que notre jeune Kiku-héros va faire avec ses pouvoirs surhumains. Va-t-il faire comme dans le comics, d'abord les utiliser pour ses besoins personnels, avant de comprendre qu'il ferait mieux de les utiliser pour faire le bien d'autrui? Eh ben non, en fait, il va s'entraîner au skate dans des vieux hangars, sur de la musique que je qualifierais de Jones. Et il humilie Flash Thompson au basket dans une scène que je qualifierais de ridicule. À part ça, tout ce que cette transformation l'évoque, c'est d'enquêter sur la mort de son putain de paternel, qui a priori aurait créé les araignées. Alors il va voir ce bon Dr Connors pour lui poser des questions à propos de ses parents, et à force de discuter, il rentre super tard chez lui, et ça nous donne droit à une très belle engueulade de la part d'Oncle Ben, parce qu'il a oublié d'emmener Tante May faire les courses, suivi d'une belle crise d'adolescence de la part de Peter Parker. C'est pas mon père! Ce qui nous amène au moment fatidique, la mort de Oncle Ben. Et cette scène est
abominable. Alors on retrouve Peter qui, après nous avoir fait sa crise d'ado en mode je fugue jusqu'à minuit 30, se retrouve nez à nez avec un braqueur au tatouage de fille, qui pique dans la caisse en douce. Peter fait bien comprendre au vendeur qu'il n'en a rien à foutre, et puis il lui a donné ses chocolats, alors bon, hein. Donc pendant que le braqueur prend la fuite, il fait tomber son flingue comme un con. Oh putain, comme je pense qu'à l'époque il y avait des rumeurs qui disaient que cet abruti incapable de tenir un flingue allait devenir Carnage dans l'épisode 3. Carnage quoi. Alors Oncle Ben qui passait par là décide de jouer au héros en essayant de choper le flingue et se fait tirer dessus. Et meurt bien entendu. Non seulement cette scène est ridicule, mais est complètement à l'encontre de ce que représente la mort de Oncle Ben. Comparant avec le film de Sam Raimi, non même pas. Comparant avec le comics. Spider-Man, qui utilisait ses pouvoirs pour l'argent et la gloire, laisse un jour s'échapper un criminel qui, dans la soirée, tue Oncle Ben. Spider-Man part à sa recherche et se rend compte qu'il s'agit du même criminel qu'il a laissé s'échapper plus tôt. Dans le film de Sam Raimi, ça se passe exactement de la même façon. Il y a une prise de conscience chez Spider-Man sur son comportement égoïste et qu'il ferait mieux d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Comme le dit Stan Lee, c'est à ce moment que Spider-Man est vraiment devenu Spider-Man. En changeant ça, Mark Webb change littéralement les fondamentaux de Spider-Man. Question? Bien au contraire, Spider-Man part dans une quête de vengeance, traquant tous les criminels correspondant au profil de l'assassin de son oncle. C'est d'ailleurs dingue le nombre de criminels blonds qui se trouvent à New York. Parce qu'il va le chercher longtemps, le mec à l'étoile. Mais je ne comprends pas ce qu'a voulu exprimer Mark Webb. Là, c'est un Spider-Man beaucoup plus sombre, assoiffé de vengeance. Mais je suis pas contre faire quelque chose de différent. Mais cette histoire de vengeance est incroyablement mal écrite. Le fait qu'il recherche des tas de mecs ayant à peu près la même apparence avec pour seul signe distinctif un tatouage de fille, c'est complètement débile. Et en plus, cette histoire de vengeance n'arrive même pas à être cohérente dans le scénario du film. Le problème, c'est que cette quête de vengeance se transforme très vite en une origin story incohérente. C'est dans cette quête de vengeance qu'il commence à porter un costume et tout ça. Mais c'est fait avec le cul. Voilà comment l'idée du costume est amenée. Un soir, des voyous prennent l'avantage sur Peter, alors en leur échappant, il tombe d'un toit, et comme par hasard, il atterrit dans une salle de catch, et c'est là où Peter a l'idée du siècle, qui est de porter des collants rouges et bleus pour aller venger son oncle. Alors, en outre que ce costume est complètement hideux, et qu'il est improbable qu'il ait pu se fabriquer un truc aussi sophistiqué tout seul, il n'a rien qui justifie un tel accoutrement. Mais si, il y a un moment dans le film où il perd son max, et il y a un mec qui lui dit j'ai vu ton visage, ça justifie complètement le costume. Ça justifie rien du tout, c'est une excuse bidon. 1. Le mec a déjà vu son visage, alors c'est trop tard. 2. Ce max n'est pas plus difficile à enlever que la cagoule qu'il avait avant. 3. Un ado qui colle au mur et qui lance de la toile, il doit pas en avoir 50 000. Alors si le mec est pas trop con, il va vite faire le rapprochement. Il n'a rien qui justifie un tel costume. Je veux bien qu'il fabrique des lance-toiles pour attraper les mecs, même s'il achète sa toile chez Oscorp, ce qui fait de lui le super-héros le plus con du monde. Mais le costume, ça n'a aucun sens dans sa quête de vengeance. Et surtout, pourquoi un tel costume? Si tout ce qui l'intéresse c'est la vengeance. Pourquoi un costume aussi coloré et tout le bazar? En quoi ça va l'aider à venger son oncle de porter des collants rouges et bleus? Au début, il portait une espèce de proto-costume, c'était très bien. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire comme la série Daredevil, où il porte son vrai costume seulement à la fin de la saison 1. Mais ça aurait été beaucoup trop de risques pour Sony. Et je suis horrifié de ce qu'il a fait du fameux combat de catch, qui se transforme en un clin d'œil sorti de nulle part et complètement foireux. Au contraire, c'est un clin d'œil super intelligent, parce que je te ferai dire que dans la vraie vie, le catch c'est truqué. Non, sans blague. Et puis, là n'est pas la question.
Ce qui est important dans ce combat de catch, c'est qu'il représente la période où Spider-Man voulait se servir de ses pouvoirs pour l'argent et la gloire. D'ailleurs, si je peux conseiller un très bon comics sur cette période, je vous conseille le petit comics Spider-Man Season 1, qui est très bien de cette période. Après, je dis pas qu'il faut absolument le combat de catch dans un film Spider-Man, on peut très bien s'en passer. Mais alors dans ce cas, tu le transformes pas en un easter egg aussi merdique. Je rappelle que le gars est tombé d'un toit et par hasard est tombé sur un ring de catch. C'est n'importe quoi. Autre truc qui ne colle pas, c'est de voir Spider-Man faire de l'humour. Et là, je vois très bien ce que vous allez dire. Spider-Man, il a toujours fait de l'humour dans les comics. Il est même connu pour ça. C'est Sam Raimi qui faisait n'importe quoi, sinon Spider-Man, il était pas rigolo, et en plus, il faisait que pleurer. Je ne suis pas contre l'idée que Spider-Man fasse de l'humour dans un film. Le problème, c'est que ici, ça ne colle pas vraiment avec le contexte. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, Spider-Man recherchait l'assassin de son oncle, et qu'il ne savait pas que c'était lui avant de voir s'il portait le tatouage ou non. Alors pourquoi Spider-Man balancerait des vannes à l'assassin présumé de son oncle? Ce n'est pas logique. Normalement, quand tu recherches l'assassin d'un membre de ta famille, t'as juste envie de lui maraver la gueule. T'as pas envie de lui faire des blagues à la con. Mais attends, t'as bien vu qu'il change complètement d'attitude une fois qu'il a neutralisé le mec. Mais c'est encore pire, ça fait passer Spider-Man pour une espèce de psychopathe à la Deadpool. Spider-Man n'est pas Deadpool. Spider-Man, c'est pas le mec qui te fait une blague et qui te tire une balle dans la tête juste après. C'est là où le fanservice finit par se mordre la queue. Quand le studio écoute trop les demandes des fans, qui voulaient à la fois un Spider-Man sombre qui recherche la vengeance, et aussi un Spider-Man qui fait des vannes comme dans le comics. Donc, vous voulez un dessin animé hyper réaliste, avec des situations farfelues et une foule de robots magiques. Et il faudrait aussi qu'on gagne des trucs en le regardant. Dans le comics, Spider-Man fait des vannes pour se donner de l'assurance pendant le combat. Ce dont il n'a pas besoin ici. Parce que 1. Ce Peter Parker n'a jamais manqué d'assurance. Parce que 2. La vengeance devrait être un moteur suffisant. Parce que 3. Avant de porter le costume, il tabassait des tas de mecs sans leur faire de blagues. Alors pourquoi maintenant qu'il porte un costume, il leur fait des blagues? Et enfin 4. Le fait qu'il fait des vannes à l'assassin présumé de son oncle donne vraiment l'impression qu'il prend cette vengeance à la rigolade. Et puis, entre nous, ça vous fait vraiment marrer l'humour de Spider-Man? Attention de voler des voitures, te déguise pas en voleur de voiture. Couteau. Il est prêt le couteau. Mon point faible, le petit couteau. Tu me laisses passer, puis j'ai... Bon, et puis on va en rester là parce que pour énumérer toutes les incohérences de ce film, il faudrait 2h10. Soit la totalité du film. Voilà pourquoi nous allons tout de suite passer à la scène des grues. C'est bien simple, rien ne va dans cette scène. En fait, cette scène fait parallèle avec ce genre de scène qu'on reprochait souvent à la trilogie de Sam Raimi, car trop propagande, patriotisme américain et tout et tout. À part que chez Sam Raimi, on pouvait y voir deux lectures. Le patriotisme pouvait aussi être vu comme un acte civique tout à fait louable. Ici, le film présente la populace enfermée dans le train-train du métro boulot-dodo. Et de plus, cette scène est complètement surréaliste. Déjà, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans cette ville pour avoir une dizaine de chantiers parfaitement alignés jusqu'à la tour de Scorp. Et j'espère que les ouvriers sont payés pour les heures supplémentaires subatomiques qu'ils font. Et puis, depuis quand Spider-Man a besoin d'aide pour se balancer de toit en toit? C'est comme si Batman demanderait qu'on lui pousse sa Batmobile. Et vous voulez voir le meilleur moment de la scène? Spider-Man se balance de grue en grue, puis il rate son coup, il tombe et il est rattrapé in extremis par la poutre de l'une des grues. Et vous savez quoi? Le grutier qui l'a rattrapé et qui a lancé tout ce petit manège est en fait le père d'un gosse que Spider-Man avait sauvé plus tôt dans le film. Oui, on est à ce niveau d'écriture là. Le pire, c'est que Mark Webb essaye vraiment de nous vendre cette scène complètement foireuse pour un grand moment épique, avec musique tonitruante et tout et tout. Et tout ça pourquoi?
pour ensuite complètement bâcler le grand combat final contre le lézard. C'est une preuve de plus, s'il en fallait une, que Mark Webb ne sait pas réaliser un film d'action. Le mec, il met toute la gomme dans une scène ridicule. Et il est super mou du genou dans le combat final. C'est à ce moment-là qu'il fallait être épique, bordel. Ok, le film a ses défauts, mais au moins il nous propose des personnages réalistes et plus proches du comics. Ah oui? Eh ben, voyons ça tout de suite. Dans la catégorie utilité discutable, je demande Oncle Ben et Tante May, qui, comme je l'ai dit, ici ne sont que des personnages fonction. Oncle Ben ne sert qu'à mourir, parce qu'ils ont tellement pris de liberté sur l'origine historique qu'il fallait bien garder un truc. Et Tante May ne sert à rien à l'histoire, à part balancer 2 ou 3 leçons de morale. Même quand son neveu rentre avec la gueule en sang, elle n'a même pas droit à plus de 3 lignes de dialogue. Et puis hop, du vent. Dans la catégorie personnage surestimé, je demande Gwen Stacy. Arrête, Gwen Stacy, c'est un personnage courageux et volontaire. C'est pas une demoiselle en détresse comme Mary Jane. Bon, déjà, est-ce que les films de Sam Raimi sont si misogynes que ça? Perso, je ne trouve pas. Bon, après, j'avoue que dans ce film, Gwen Stacy n'est jamais montrée en position de senioritas en détresse, et aide grandement à sauver la situation, même si entre nous, le coup de la stagiaire en laboratoire qui trouve la formule qui va sauver toute la ville, c'est un peu limite. Mais franchement, je me pose toujours la question, qui est Gwen Stacy? En 2 films, tout ce que je sais, tout ce que je connais de Gwen Stacy, c'est qu'elle s'appelle Gwen Stacy, qu'elle est étudiante en sciences et que son père est policier. On peut dire ce qu'on veut, Mary Jane, elle au moins, avait un développement personnel. On voyait qu'elle avait une vie en dehors de sa relation avec Spider-Man. Gwen Stacy, elle, toute sa vie ne semble tourner que autour de sa relation avec le héros. Ouais, au moins, la relation entre Peter et Gwen, elle est pas cucu et cliché comme chez Sam Raimi. Tiens, voilà un point intéressant, la romance. D'après les producteurs, l'une des raisons pour laquelle Mark Webb a été choisi pour réaliser le reboot de Spider-Man, c'est parce qu'il savait raconter des histoires d'amour compliquées. Évidemment pas parce qu'il était un yes man qui allait faire tout ce que le studio lui demande. Quelle idée. Mais répondez-moi franchement. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué ou même d'intéressant dans la relation Peter et Gwen Stacy? La relation Peter et Gwen, c'est... Ouais, je t'aime. Eh, moi aussi. Je suis Spider-Man. Embrasse-moi, grand fou. Je te quitte. Oh, puis non, en fait. Je caricature à peine. La relation Peter et Gwen, c'est pas une histoire d'amour, c'est tout juste une romance. Et encore, il n'y a aucune volonté de creuser quoi que ce soit. Déjà, le mec lui révèle son identité secrète dès le début. C'est un truc qui est assez dérangeant dans les films de super-héros de nos jours. C'est qu'ils cherchent à se débarrasser de l'identité secrète. Parfois c'est plutôt habile, comme dans Iron Man, parce que ça ne dénature pas le personnage. Mais parfois c'est juste de la flemmardise scénaristique, ou une incompréhension du matériau de base. Dans tous les comics, les relations amoureuses de Spider-Man sont basées sur le fait qu'il est difficile de mener cette double vie. Peter révèle son secret directement à Gwen. Tout ce qui reste, c'est Peter et Gwen qui se font des bisous. Putain, mais Gwen Stacy, respecte-toi. Le mec, il t'a largué. Et il veut te reprendre une semaine après. Et toi, tu acquiesces avec un grand sourire. Et tout ça, avec pour seul argument que l'amour, c'est plus fort que tout. C'est triste à dire, mais la seule utilité de Gwen Stacy était de mourir dans le 2. Dans la catégorie personnages qui n'ont aucun sens, je demande le capitaine Stacy. Le père, qui se trouve aussi chef de la police, a également juré de capturer Spider-Man, parce qu'il arrête des criminels. En fait, ce personnage est là pour
en quelque sorte faire office de Jonah Jameson. C'est à dire le détracteur du héros, c'est complètement à l'inverse du comics. Mais c'est pas une mauvaise chose, surtout qu'au départ, tout ce qui motive le dit héros, c'était la vengeance. Le problème c'est qu'il en fait beaucoup trop. Ok, Spider-Man c'est pas tout à fait légal ce qu'il fait, mais de là à s'acharner dessus comme il le fait, par exemple à un moment on lui propose de capturer le lézard géant qui s'apprête à détruire toute la ville, soit le super-héros qui veut l'arrêter. À votre avis, lequel il va choisir? Putain, c'est quoi ce javert à 2 balles? Pour qu'au final, il retourne complètement sa veste quand il découvre qu'il s'agit du copain de sa fille. Le pire, c'est que malgré que son raisonnement n'a aucun sens, c'est le personnage le moins pourri du film. Il suffit de voir le méchant. Dans la catégorie personnage foireux, je demande le lézard. Bon, déjà, parlons de look. C'est quoi ce gros tas de pixels dégueulasse? C'est d'ailleurs une caractéristique de la saga Amazing Spider-Man. Les méchants, c'est vraiment la foire à la tête de con. Bon, je sais qu'il s'inspire de la version des années 70. Le problème, c'est que s'il y a bien une version du lézard auquel il ne faut pas s'inspirer, c'est celle des années 70. C'est comme si dans un récent film Batman, Catwoman ressemblerait à ça. Bon, ok, mauvais exemple. Ce personnage, c'est rien de plus que le cliché habituel du méchant scientifique un peu barge. Ses objectifs sont soit se venger, faire repousser son bras, ou faire avancer la science en transformant tout le monde en lézard géant. Et bien sûr, tous ses actes lui sont guidés par sa deuxième personnalité qui lui parle dans sa tête. Ce qui fait du lézard un magnifique réchauffé du bouffon vert de Sam Raimi. Mais ça n'a rien compris, c'est pas une deuxième personnalité, c'est son côté animal qui prend peu à peu le dessus. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir, au contraire, puisque c'est une deuxième personnalité. À partir du moment où tu entends des voix dans ta tête, c'est un dédoublement de personnalité. Pourquoi son côté animal lui parlerait? Ça n'a aucun sens. Et il y a bien d'autres façons d'exprimer un conflit homme-animal que lui faire entendre des voix. Wolverine, tout le long du film, il combat son côté animal. Et pourtant, il n'a pas besoin d'entendre des voix pour qu'on comprenne le personnage. Le bouffon vert, c'est normal qu'il entende des voix. Ça fait simplement partie du personnage tel qu'il est dans le comics. Le lézard, c'est juste de la flemmardise et de la facilité scénaristique. Et enfin, le meilleur pour la fin, dans la catégorie personnage insupportable. Et c'est dommage, parce que c'est le héros, je demande Spider-Man alias Peter Parker. Mais Andrew Garfield est un fan de Spider-Man. Non, il est fan de Spider-Man, comme 90% de la planète. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être fan de Spider-Man pour être un bon Spider-Man. Et Andrew Garfield est un très mauvais Spider-Man et Peter Parker. Celui-ci est sûr de lui, branché, ne manque pas du tout d'assurance et il fait du skate. Du skate, putain. Mais tu comprends pas que c'est une version plus proche de la version Ultimate. Tu vas dire cette version Ultimate? Peter Parker au départ est censé être un geek, un télo, binoclard et souffre-douleur des brutes du lycée. Et c'est pareil dans toutes les versions. Ok, ils ont pris des libertés, ouais, mais justement c'est pour faire un Peter Parker plus normal que Tobey Maguire qui était une caricature d'un télo. Et puis Peter Parker il reste impopulaire dans le film, alors Osef, hein. Normal en quoi? Dans le comics et dans le film de Sam Raimi, Peter Parker est un intello timide et réservé, un véritable loser, jusqu'au jour où il acquiert des super pouvoirs, ce qui lui permettra de gagner en assurance et en maturité. Vous direz que dans le comics il y avait déjà des filles amoureuses du Peter intello, et c'est vrai, notamment Jessica Jones qui était dans le même lycée. Seulement ces filles en question lui ont révélé leurs sentiments après que celui-ci acquiert des super pouvoirs qui lui ont donné plus d'assurance.
Dans Amazing Spider-Man, Peter Parker ne manque aucunement d'assurance, il est même assez beau gosse, fringué comme un vampire de Twilight. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce mec est impopulaire? Tobey Maguire t'y croyait parce que le mec a vraiment une tête de nerd, mais on est bien d'accord que quand on est un sosie de Robert Pattinson, il n'y a aucune raison pour que personne te calcule dans un lycée. Il est cool, il a de l'humour, il s'oppose à la brute du lycée avec beaucoup de courage, sans même avoir de super pouvoir, et au final, il est bien plus cool que les disons mecs cool du lycée. Le problème ne vient pas non plus qu'elle soit surdouée, car Gwen Stacy est également une surdouée, et elle est super populaire. Donc ce Peter Parker n'a rien de normal. Au contraire, c'est un ramassis de clichés, agrémentés par les demandes débiles des fans, créé par des producteurs qui voulaient se mettre le public féminin fan de Twilight dans la poche, mais en gardant l'aspect lycéen à populaire, sans réfléchir si c'était cohérent ensemble. À moins que le problème soit dû au caractère de Peter Parker. Là je comprendrais, car oui, ce mec est un véritable connard. Désolé, je sais que vous êtes nombreux à aimer le Peter Parker version Andrew Garfield, et j'aimerais bien le qualifier autrement, mais je n'ai jamais vu un super-héros aussi insupportable de conneries. Il est arrogant, prétentieux, frimeur, pédant, et pour le coup, c'est de la faute d'Andrew Garfield qui joue un Peter Parker en mode Yo man, cool Raoul, ça fort mec. On en arrive même à un point où Flash Thompson est plus sympathique que Spider-Man. Et puis moi, j'aimerais bien que ce Spider-Man termine quelque chose, juste pour voir. Au début dans le film, il recherche ses parents, puis il abandonne cette recherche quand son oncle se fait tuer, pour se consacrer à une quête de vengeance. Puis il abandonne cette vengeance dès que le lézard applique, pour devenir super-héros. Le tout sans aucune transition ou explication. Et vous allez me dire, mais je ne comprends pas, il abandonne sa vengeance parce qu'il se rend compte que le lézard est plus dangereux et que sa vraie mission est de devenir un héros. Je ne doute pas que c'est ce que le film veut nous raconter. Juste avant, on a même une scène où on voit le capitaine Stacy lui passer un savon. En échec? Je sais pas. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait toute la journée? Tu crois qu'on est là à manger des beignets avec les pouces profondément enfoncés dans notre cul? La scène avec le gamin est même censée l'affirmer complètement en tant que héros. Qui êtes-vous? Spider-Man. Mais comme je l'ai dit, il n'y a aucune transition. À aucun moment tu le vois dire « Désolé oncle Ben, la ville a besoin de moi ». Même pire, à partir que le lézard arrive, Spider-Man n'en a plus rien à foutre de son oncle. Comble de truc, dans la scène qui suit, on le voit rentrer chez sa copine et jouer les frimeurs sous la bonne baston qu'il vient de faire avec le lézard. Dans une scène qui, une fois de plus, enchaîne les blagues à la con. Je peux pas. C'est juste que là, le chocolat, je peux pas. J'ai mes trucs. J'ai des crampes. Oh, J'ai envie de gerber. Comment t'expliquer? J'ai genre les nerfs à fleur de peau. J'ai envie d'y aller. T'inquiète pas. C'est violent. Bref, ça donne l'impression que Spider-Man prend son rôle de héros à la rigolade plus que comme un véritable devoir. D'ailleurs, je vais un peu me répéter sur les blagues à la con, mais il y a vraiment un problème avec l'humour de ce film. On a déjà parlé du fait qu'il vanne les assassins potentiels de son oncle, mais ce n'est pas tout. Dans la scène juste après, Spider-Man humilie littéralement un policier qui faisait juste son boulot. Spider-Man vanne les criminels, c'est une chose, mais normalement, Spider-Man a toujours été respectueux de la police. Il a toujours essayé de leur faire comprendre qu'ils sont dans le même camp. Là, il lui arrache son flingue et lui balance 2-3 vannes à la gueule en lui faisant bien comprendre qu'il va bientôt se retrouver au chômage grâce à lui. Et puis il se barre toute toile dehors en criant limite « fuck la police ». C'est pareil pour le lézard, il sait que c'est son ami, il sait qu'il a besoin d'aide, alors pourquoi se foutre de sa gueule? Ce Spider-Man a très bien compris ce qu'est un grand pouvoir, mais a-t-il compris ce que c'est de grandes responsabilités? Il révèle quand même son identité à sa copine, pour pouvoir se la faire plus rapidement, sans même penser aux conséquences que ça peut engendrer, comme par exemple... Ou encore promettre à un père mourant qu'on ne va plus s'approcher de sa fille,
pour éviter de la mettre en danger, pour ensuite foutre cette promesse en l'air aussitôt après. Vous allez me dire non, en réalité dans le film ça dure plus longtemps. Environ quoi, une semaine? Le mec tient sa promesse un mois à grand max. Mr. Mea dans ses reviews trouve que le Spider-Man de Sam Raimi est égoïste. Ouais, bah si un jour il fait une review sur les Amazing Spider-Man où il nous dit que ce Spider-Man version Andrew Garfield est mieux, eh ben il peut foutre sa crédibilité déjà bien entachée aux chiottes. Car ce Spider-Man n'est pas seulement égoïste, il est arrogant et irresponsable. Ce qui est un comble quand on parle d'un personnage dont la thématique sont les responsabilités. Encore si cela a été fait afin de faire évoluer le personnage. Mais la mentalité du personnage n'évolue jamais. À la fin du film, Peter Parker reste le même qu'au début. Bon voilà, ça c'est fait. Est-ce que je peux encore enfoncer le clou? Ah oui, je sais. Les scènes coupées. Parfois j'entends dire que si Amazing Spider-Man est si mauvais, c'est parce que les producteurs ont coupé des scènes. Ok, ben voyons voir ces scènes coupées. Alors on a une scène qui sert vraiment au film. Une meilleure conclusion à l'assistant indien d'Osborn, qui d'ailleurs aurait pu être un meilleur méchant que le lézard. Voilà, ce sont les seules scènes coupées que je trouve intéressantes. Et malgré tout, ça ne change pas globalement le film, qui reste mauvais. Et puis il s'agit de scènes coupées, car ça n'est pas fini en plus. Désolé son pseudo, il n'y aura jamais de version longue de The Amazing Spider-Man. Et il n'en aura jamais parce que Mark Webb n'en a rien à foutre de son film. Mark Webb n'avait aucune vision. Franchement, quel est le message de The Amazing Spider-Man? Qu'est-ce que ce film veut raconter? Les Spider-Man de Sam Raimi parlaient du passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais The Amazing Spider-Man n'est qu'un blockbuster médiocre avec un scénario et des personnages sans queue ni tête. Et le pire, c'est que ça a marché. Il y a vraiment des gens qui considèrent ce film comme le meilleur Spider-Man. Moi, ça me fait peur. Après, vous me direz, il y a pire comme film que The Amazing Spider-Man. Et c'est vrai, il y a pire comme film que The Amazing Spider-Man. Il y a The Amazing Spider-Man 2. Mandat d'arrêt à l'encontre du justicier masqué connu sous le nom de Spider-Man.